Alors bonjour à tous, je suis Antonio, photographe professionnel et spécialiste de l'image numérique depuis plus de 25 ans, plus particulièrement depuis quelques temps en photographie de paysage. Je suis aussi formateur photo confirmé et c'est dans le cadre de mon activité de professionnel de l'image que j'interviens, que je collabore régulièrement avec des marques spécialisées bien sûr dans le domaine de la photographie et en particulier la marque X-Rite Photo qui m'a donc proposé le statut de colorati. Ma collaboration auprès de la marque X-Rite Photo me permet en tant que professionnel de l'image d'intervenir régulièrement lors de masterclass dédiées bien sûr à la gestion de l'image numérique et bien sûr aussi de participer, comme c'est le cas aujourd'hui, à des webinars co-présentés avec mon collègue et ami Hervé Petit. Alors pour ce webinaire, nous avons décidé Hervé et moi de vous proposer comme thème de base, comme support pédagogique, un reportage que j'ai réalisé récemment, donc en février 2020, février dernier, lors d'un voyage à New York et plus particulièrement un reportage sur un quartier que j'apprécie beaucoup puisque c'est un quartier qui est très ouvert à l'art de rue, ça s'appelle le quartier de Bushwick et c'est un quartier qui est couvert, c'est-à-dire que tous les murs de ce quartier sont quasiment tous totalement couverts donc de fresques, de street art que j'apprécie beaucoup et que j'ai donc photographié pendant toute une journée. Nous avons d'ailleurs quelques prises de vue extraits de mon reportage qui défile à l'écran, et c'est donc le thème de ce webinaire. Street Art Bushwick. Alors avant de passer sur la partie purement technique, gestion de la prise de vue sur le terrain, j'aimerais dans un premier temps qu'on discute, qu'on partage autour de la démarche photographique. Quand on décide de réaliser ce genre de reportage, il faut dès le départ avoir une homogénéité au niveau de la qualité de prise de vue. Il faut que la série soit homogène au niveau de la qualité de lumière pour que la lecture du reportage se fasse le plus simplement possible, le plus agréablement possible, car l'œil s'habitue à une certaine qualité d'image. Il faut bien sûr aussi avoir une homogénéité au niveau des couleurs, très important. Ne l'oublions pas, nous sommes ici dans une démarche de reproduction fidèle des couleurs. Il faut respecter l'œuvre donc de l'artiste, le choix de ses couleurs, très important. Et ensuite, il faut aussi bien sûr une sorte de lien, de fil conducteur au niveau de la composition. Et donc très clairement, il faut avoir une vraie réflexion au niveau de la démarche photographique, il faut faire du repérage, analyser la qualité de lumière en fonction de l'heure de la journée. Est-ce qu'on veut plutôt des lumières rasantes du matin, des lumières rasantes du soir? Est-ce qu'on veut une lumière zénithale, donc plutôt à midi? Prendre en compte aussi l'orientation de la rue par rapport à la courbe du soleil, si on recherche par exemple, comme c'est le cas de mon reportage, plutôt des lumières rasantes. Et ça, c'est très important. Toute cette réflexion, tous ces paramètres doivent être réfléchis en amont. On doit préparer son reportage pour ensuite gagner du temps, et ça, c'est très important. Ne l'oublions pas, donc on va réaliser un reportage dans un espace vivant, avec donc des gens qui passent, des gens qui repassent. Et donc le fait d'avoir déjà une bonne connaissance du quartier permet d'aller à l'essentiel et ne pas perdre de temps. Alors au niveau de ma réflexion, de ma démarche photographique, dans le cadre de ce reportage, je me suis imposé des règles. La première règle au niveau de la composition, donc toujours les fresques de face, prises depuis le trottoir d'en face, très important. Ça permet en fin de compte d'avoir un seul plan de lecture et donc de pouvoir travailler avec des grosses ouvertures, on en parle juste après. Ensuite, il faut, dans le cadre d'un travail par série, puisque là c'est le cas de ce reportage, avoir donc une sorte de lien, une sorte d'élément de composition qui va donc relier toute la série. Et donc là, je pense que certains l'ont déjà compris. Donc l'élément qui relie ma série, donc qui fait un lien entre toutes ces prises de vue, c'est la présence systématiquement d'un trottoir en premier plan. Cadrage pleine face, trottoir en premier plan, avec des éléments donc de rue, des éléments de la vraie vie. On a des barrières, on a des poubelles, on a des bornes à incendie. J'ai beaucoup recherché ces bornes à incendie quand c'était possible au niveau de la composition. Et ensuite, bien sûr, la qualité de lumière. J'ai travaillé volontairement le matin, en début de matinée, et en fin d'après-midi pour avoir toujours ces effets de lumière, donc de lumière rasante. En fonction de l'orientation de la rue, je l'ai shooté soit l'après-midi ou le matin pour avoir ces effets de lumière rasante qui pour moi sont très intéressantes. On le voit au niveau des photos qui défilent à l'écran et ces prises de vue sont très intéressantes puisque le fait d'avoir cette lumière rasante sur le côté révèle non seulement la couleur des fraises puisque ça les valorise, mais en plus on a tous ces effets
deux matières, deux briques qui sont révélées, donc au niveau de leur volume, au niveau de la texture des murs, qui sont révélées par cette lumière rasante. Si j'avais réalisé ma séquence de prise de vue plutôt à midi, en lumière zénitale, très clairement, je n'aurais pas ces effets de matière. Ça, c'est très important, il y a une vraie réflexion, donc au niveau de l'approche photographique, au niveau de la qualité de la lumière, qui va venir valoriser la matière, et ça, c'est très intéressant. J'ai donc shooté en début de matinée, en fin d'après-midi, et entre 11h et disons 15h, donc j'ai arrêté de shooter puisque la lumière ne m'intéressait pas. Et ça, c'est très important. Décider d'une qualité de lumière, travailler sur la base de cette qualité de lumière, ensuite trouver un fil conducteur entre chaque prise de vue dans le cadre du reportage. Là, vous l'avez très clairement compris, c'est le trottoir avec des éléments urbains et plus particulièrement, bien sûr, les bornes d'incendie quand c'était bien sûr possible. Pour la partie technique de prise de vue, gestion du triangle d'exposition, j'ai volontairement imposé à mon boîtier la priorité ouverture, donc en lui imposant un diaph ouvert à 6.3. Ensuite, j'ai paramétré mon boîtier à une sensibilité ISO 400. Alors pourquoi cette réflexion au niveau de la gestion technique donc de mon triangle d'exposition en imposant la priorité ouverture à 6.3, une sensibilité ISO 400, pour une simple et très bonne raison, c'est que quand je fais du reportage de rue, quand je travaille à main levée, j'aime me débarrasser totalement de la partie technique correspondant à la prise de vue. C'est-à-dire qu'en imposant une ouverture à 6.3, avec les conditions de lumière, on avait quand même beaucoup de luminosité, avec une sensibilité ISO 400, je sais que j'ai largement de quoi shooter avec des vitesses très très rapides. On est à peu près entre 1 2500e, voire 1 4000e. Ça veut dire que j'ai énormément d'amplitude, énormément de souplesse au niveau de mon temps d'exposition. Si je passe vers une ruelle un peu plus ombrée ou un peu plus lumineuse, l'amplitude d'exposition, qui est entre 1 2500e et 1 4000e, est largement suffisante pour éviter le flou de bouger. On est quasiment en situation de prise sport, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des vitesses extrêmement rapides pour éviter les flous de bouger. D'ailleurs, comme vous l'avez certainement remarqué, certaines prises de vue intègrent des personnages soit en position fixe ou en mouvement. J'ai d'autres prises de vue où j'ai donc des personnes en vélo, etc. Et donc je sais qu'avec ces vitesses extrêmes, je sais que j'assure le coup, je ne peux pas avoir d'effet de flou de bouger, qui très clairement gâcherait ma prise de vue. Et en plus, en travaillant sur une ouverture à 6.3, donc ouverture de diaph, ma profondeur de champ est très largement suffisante. Car là, on est dans une composition qui intègre un plan vertical, un plan principal, c'est le mur. C'est comme si on photographiait donc un tableau. On n'a pas besoin de profondeur de champ extrême, voire à l'infini, comme c'est le cas principalement en photographie de paysage. En plus, je shoote toujours depuis le trottoir d'en face. On est à peu près entre 8 et 10 mètres pour respecter donc cette composition avec le trottoir en premier plan. Donc je sais que ma profondeur de champ est largement suffisante pour couvrir très largement et assurer un champ de netteté couvrant toute ma composition. On a donc abordé ensemble dans un premier temps toute la partie réflexion, démarche photographique, essentielle dans le cadre d'un reportage comme celui-ci. On a aussi abordé la partie purement technique au niveau de la gestion donc, du triangle d'exposition avec des astuces que je vous ai données, très intéressantes, pensez-y. Maintenant, je vous propose d'aborder un autre aspect dans le cadre de ce reportage, c'est la gestion de la température de lumière, qui va nous permettre encore une fois d'obtenir une séquence de prise de vue totalement homogène au niveau de la qualité de lumière. La problématique de ce genre de reportage terrain, que ce soit dans le cadre d'une démarche plaisir personnel ou que ce soit dans le cadre donc d'un contrat professionnel, la problématique de ce genre de reportage, c'est qu'il faut shooter du matin au soir. J'ai commencé à shooter, je crois, entre 8 et 9 heures du matin, j'ai arrêté à 11 heures, et ensuite j'ai repris vers 15 heures jusqu'à à peu près 18 heures, pour avoir cette fameuse qualité de lumière rasante et révéler encore une fois la matière et les couleurs. Et donc, très logiquement, entre 8 heures du matin et 18 heures, la lumière va constamment évoluer, sa température de couleur va constamment évoluer. Et là, c'est une problématique qu'il va falloir gérer au mieux sur le terrain. Pour information, vous avez découvert à peu près 15 prises de vue. En réalité, mon reportage couvre 63 prises de vue réalisées de 8 heures du matin à 18 heures à peu près.
Et donc pour gérer cette température de lumière, donc on est en lumière naturelle, c'est logique, la lumière va évoluer tout au long de la journée. Et donc pour gérer au mieux ce changement de température, vous avez deux grandes possibilités. La première, c'est d'utiliser votre boîtier en mode automatique, donc automatique white balance, ça veut dire que c'est votre boîtier qui va gérer. Il va faire une mesure globale donc de la composition et il va donc éditer une température moyenne couvrant donc la qualité lumière qui baigne votre composition. Alors bien sûr, cette méthode fonctionne très bien quand vous avez 2, 3, voire 4 shoots espacés d'1 heure, 1 heure et demie. Là, ok, ça peut fonctionner. Mais si vous couvrez toute une journée, donc si votre session de prise de vue couvre toute une journée, comme ce fut le cas de ce reportage de 8 heures du matin à 17 heures, voire 18 heures, là, vous risquez d'avoir de sérieux soucis au niveau de l'homogénéité de la température de couleur. Et ça, c'est logique, c'est-à-dire que tout au long de la journée, votre boîtier passera son temps à générer des calculs de température moyens basés sur votre composition. Alors bien sûr, si votre session est composée de 4 ou 5 shoots, alors bien sûr, il y a un peu plus de travail, mais il est possible d'uniformiser la qualité de lumière. Par contre, si votre session couvre 50, 70, 80 prises de vue, là très clairement, vous savez que vous allez avoir déjà premièrement beaucoup plus de difficultés à uniformiser la qualité de lumière, donc la température de lumière de toute la session, réalisée toute la journée, mais en plus vous allez perdre énormément de temps pour aligner tout ça. Et c'est donc pour toutes ces bonnes raisons, dans le cadre d'un reportage qui va durer toute une journée, toujours dans ce souci de respecter au mieux, de restituer au mieux les couleurs de l'artiste, respecter son œuvre, et dans ce cadre de recherche de fidélité, je shoot systématiquement quand je change de rue ou quand je sens que la lumière a évolué, je shoot une charte de gris pour réaliser des balances des blancs personnalisées et donc forcément avoir la garantie que toute ma session sera cohérente au niveau de la qualité de lumière. Je vous propose donc de passer maintenant sur Lightroom pour découvrir l'application directe sur le terrain, premièrement d'une charte de gris et ensuite d'une charte de couleur. J'ai donc profité d'une très belle lumière ce jour-là pour réaliser mon reportage, mais j'en ai aussi profité pour faire quelques tests terrain dans l'idée bien sûr de les utiliser comme support pédagogique pour ce webinaire. J'ai donc reçu de la part de X-Rite, juste avant de partir à New York, la nouvelle charte Color Shaker Passport Photo 2 que j'ai donc utilisée pour toute ma session, tout mon reportage et tous mes tests. Alors avant de continuer avec mes tests terrain, on va dans un premier temps découvrir la nouvelle charte Color Shaker Passport Photo 2 par rapport à la précédente. Alors au niveau du volet correspondant à la charte de couleur, il n'y a pas de différence entre la version 2 et la version précédente. Par contre, au niveau du volet charte de gris, là, on a la présence d'un gris supplémentaire. Avant, on n'avait que le gris clair. Maintenant, on a sur le second volet un gris correspondant à 18% de réflectance. Et ce gris 18% correspond exactement au fameux gris Kodak que tout photographe qui a pratiqué un jour l'argentique connaît parfaitement. Cela veut dire que X-Rite a décidé dans sa Color Shaker Passport 2 d'intégrer ce fameux 18% car il est vrai qu'il y a tout un mouvement de photographes qui reviennent à l'argentique. Et dans ce cas, cette valeur 18% est très utile sur le terrain. Par contre, comme toute ma production photographique est avant tout basée sur un boîtier numérique avec un flux de production 100% numérique, je vais donc utiliser le gris clair pour la réalisation de mes balances des blancs personnalisées. On vient de découvrir ensemble la grosse différence entre cette version 2 et la version précédente. On l'a vu, c'est surtout au niveau de la charte de gris avec la présence de ce gris 18%. Mais on va aussi découvrir certaines évolutions, certaines améliorations au niveau du logiciel livré avec la charte, donc le Color Shaker Camera Calibration. On revient sous Lightroom pour découvrir l'application directe de cette charte de gris directement sur le terrain. Alors pour mon premier test, j'ai volontairement recherché donc dans les rues de Bushwick des fresques colorées mais totalement dans l'ombre, sans aucun impact direct de soleil. Alors pourquoi j'ai volontairement choisi de travailler sur des fresques dans l'ombre pour mon premier test? Alors pour une très bonne raison, c'est que quand on shoot des fresques très colorées, baignées de soleil, les couleurs sont naturellement ravivées, valorisées, sublimées par la qualité de lumière. Par contre, quand on travaille sur des fresques qui sont totalement dans l'ombre, là c'est beaucoup plus délicat.
Comme le soleil ne fait pas son travail de révélateur de la couleur, on a donc des tons beaucoup plus subtils, beaucoup plus soft, on a des contrastes beaucoup plus éteints, et donc là, pour moi, c'est un très bon test au niveau d'une balance des blancs personnalisée pour essayer d'optimiser, d'être le plus fidèle, encore une fois, donc aux couleurs choisies par l'artiste. Alors dans un premier temps, pour bien intégrer et comprendre ces notions de balance des blancs personnalisée, j'ai réalisé toute une série de prises de vue en utilisant les différents modes de gestion de balance des blancs proposés par mon boîtier. Alors pour information, c'est un Canon 5D Mark III. Mon premier shoot réalisé, c'est celui-ci. Donc j'étais en automatique white balance, c'est donc le boîtier qui va mesurer donc la qualité globale de la lumière pour éditer donc une température. On est à 6400 Kelvin. Ensuite, j'ai shooté en mode soleil, 5200 Kelvin, donc qui est la température pré-réglée par le constructeur en lumière du jour. Et ensuite, j'ai shooté cette version-là, version nuageux, 6000 Kelvin. Et ensuite, pour information, j'ai shooté en utilisant les modules correspondant à des lumières artificielles. Tungstène, 3200 Kelvin. Lumière fluorescente, 4000 Kelvin. Et le tout dernier, celui-ci, mode flash, 6350 Kelvin. On peut donc dire globalement, à part bien sûr sur les trois prises de vue en lumière artificielle, tungstène, fluorescente et flash, on peut donc dire globalement que si on prend les trois premières prises de vue réalisées en lumière du jour, on est relativement équilibré. La première en automatique white balance 6400, on a ensuite celle qui a été réalisée avec le module pré-réglé soleil à 5002 et on a ensuite le module nuageux à 6000. Si on prend donc l'automatique white balance 6004 et le module nuageux, on est à peu près sur les mêmes températures, 6004 et 6000. Donc on est très proche. Si on prend le module qui correspond donc à soleil 5002, on est un peu plus froid. C'est-à-dire que le module automatique white balance est un peu plus chaud au niveau du ton. Et quand on compare donc le soleil, on est un petit peu plus froid, un peu plus bleuté. Donc ça, c'est lié bien sûr à la température de la lumière. Mais on peut dire globalement, pour conclure, que le mode automatique white balance à 6400 Kelvin peut paraître très proche de la réalité. Comme je suis un photographe passionné et qui aime bien aller jusqu'au bout des choses, j'ai quand même voulu tester donc avec une balance des blancs personnalisée. J'ai donc dans un premier temps shooté ma charte de gris, donc le gris le plus clair qui correspond donc au capteur numérique. Je l'ai shooté, j'ai paramétré ensuite mon boîtier, c'est-à-dire que j'ai demandé à mon boîtier de réaliser une balance des blancs personnalisée. Là, vous avez donc les menus correspondant encore une fois, je vous le rappelle, à mon boîtier Canon 5D Mark III. Après, bien sûr, c'est à vous de connaître aussi toute la démarche au niveau de vos boîtiers, mais c'est très rapide, ça prend, allez, 10 secondes maximum. Je suis sur mon boîtier Canon, j'ai donc été chercher la fonction balance des blancs personnalisée. Automatiquement, le boîtier me demande de lui indiquer la prise de vue correspondant donc au shoot de la charte de gris. Je fais OK. Ensuite, je retourne dans mon boîtier et je vais aller tout simplement sélectionner balance des blancs personnalisé. Rien de plus simple, il faut juste tout simplement bien connaître son boîtier. Et ensuite, j'ai réalisé une nouvelle prise de vue, mais cette fois-ci en paramétrant mon boîtier sur une balance des blancs personnalisée, celle que j'ai réalisée juste avant. Et j'ai donc obtenu cette prise de vue. Et si maintenant on la compare avec ce qui nous paraissait cohérent, donc la toute première prise de vue qui est celle-ci, donc en automatique white balance à 6400 Kelvin, si on compare avec ma prise de vue réalisée en balance des blancs personnalisée, là on a quand même une énorme différence. Sur la prise de vue automatique white balance, on est plutôt gris, c'est-à-dire qu'on a une sensation de couleur un peu éteinte, on a comme une sorte de voile de bleu qui vient éteindre un peu les couleurs, qui vient refroidir l'ambiance. Si on compare avec la prise de vue réalisée, cette fois-ci avec une balance des blancs personnalisée, on est déjà à 11 000 Kelvin, 11 250 exactement. On a vraiment la sensation que les couleurs ont été révélées. Elles sont beaucoup plus naturelles. Elles sont beaucoup moins éteintes par rapport au shoot en automatique white balance où on sent encore une fois ce voile des gris qui vient ternir toutes les couleurs. Et là très clairement, pas besoin d'avoir un regard exercé, on le sent, les couleurs sont beaucoup plus naturelles, les gris sont beaucoup plus équilibrés. Et vous pouvez me croire, puisque j'ai photographié cette fresque, les couleurs que j'ai à l'écran sont très très proches, très fidèles de la réalité, donc de l'œuvre de l'artiste.
Alors maintenant, pour être de plus en plus complet, je vais vous proposer un second test, toujours réalisé dans le quartier de Bushwick. Mais cette fois-ci, j'ai travaillé sur une fresque totalement baignée de soleil, et c'est celle-ci. On est d'accord, on est face à une très belle réalisation artistique. Alors pour la prise de vue, comme précédemment, quand je suis arrivé sur place, j'ai commencé par shooter ma charte de gris pour réaliser une balance des blancs personnalisée, c'est très important. Et ensuite, j'ai shooté en automatique white balance, donc 4850 Kelvin. Et ensuite, j'ai utilisé cette fois-ci ma balance des blancs personnalisée. Et là, très clairement, il n'y a pas besoin d'être un expert de la photo pour comprendre qu'il y a vraiment une très grosse amélioration. Donc ce shoot automatique white balance, on a quand même des taches de brillance ici, c'est-à-dire que on sent que le dégradé n'est pas fin, c'est-à-dire qu'on a vraiment presque des cassures, donc c'est vraiment très désagréable à gérer par la suite. Avec uniquement donc une gestion de la balance des blancs personnalisée grâce à la charte de gris. Alors attention, entre les deux shoots, on est exactement dans les mêmes paramètres de prise de vue, c'est exactement le même triangle d'exposition. Je n'ai travaillé que ma balance des blancs, et là très clairement, c'est flagrant entre ce shoot en automatique white balance et celui-ci en balance des blancs personnalisé, on a beaucoup plus de finesse au niveau des dégradés. On le voit très clairement, ce sont des tons chers qui sont difficiles à obtenir, et d'avoir shooté avec une balance des blancs personnalisée, on a des beaux dégradés. On a des couleurs qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus douces, beaucoup plus précises. Et en plus, on est très fidèle aux couleurs utilisées par l'artiste. Bravo à l'artiste. Et d'ailleurs, bravo au Bushwick Collectif, car franchement, le travail proposé par ce collectif est vraiment de très haut niveau. Alors après avoir travaillé toute une journée sur le quartier de Bushwick pour compléter mes sessions, compléter mon reportage, je suis rentré donc à Manhattan en prenant le métro. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour faire quelques tests donc en basse lumière, puisque là, le métro est très peu éclairé. Et surtout, ce test va me permettre de vous faire comprendre une chose qui est très importante. Quand vous shootez une charte de gris, pas besoin que cette prise de vue soit parfaitement nette. On le voit au niveau de mon test. Donc là, c'est ma charte de gris que j'ai shooté dans le métro. Je suis totalement flou. Et ça, c'est très important. On n'a pas forcément besoin d'avoir une prise de vue totalement bien gérée au niveau de la netteté. Dans ce cas précis, je ne me suis pas embêté. J'ai paramétré mon boîtier en mode automatique. Ensuite, j'ai placé la charte devant mon optique et j'ai shooté pour obtenir cette prise de vue. Elle est bien sûr totalement floue, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que la surface neutre couvre suffisamment ma composition pour que mon boîtier de prise de vue puisse réaliser une balance des blancs personnalisée. Ensuite, pour compléter mon test, j'ai réalisé une prise de vue en automatique white balance 3900 Kelvin, et ensuite j'ai réalisé la même prise de vue, cette fois-ci en utilisant ma balance des blancs personnalisée qui se situe à 3450 Kelvin. Donc avec le mode automatique white balance, on a un couloir un peu jauni, des grilles un peu jaunies, on le voit particulièrement au niveau de l'inox, et quand j'utilise ma balance des blancs personnalisée, on est beaucoup plus neutre, on a moins ce voile donc de gris jaunasse, et quand on zoome au niveau de l'inox, on est beaucoup plus neutre. Et donc encore une fois, le fait d'utiliser ma charte pour réaliser une balance des blancs personnalisée, cette action a considérablement amélioré la qualité de mes gris. Mes gris sont beaucoup plus équilibrés et donc beaucoup plus faciles à gérer au niveau du développement. Ensuite, pour bien comprendre l'intérêt et surtout l'efficacité d'une balance des blancs personnalisée sur le terrain, je me suis rendu dans un quartier que j'apprécie particulièrement, le quartier de East Village à New York. C'est un quartier qui est très vivant la nuit. J'ai déjà réalisé toute une série sur ce quartier, donc lors d'un voyage précédent, donc en 2019. Et là, je suis retourné dans ce quartier pour une mise en application directe sur le terrain, donc dans des conditions de lumière extrême, et surtout de découvrir encore une fois l'efficacité d'une balance des blancs personnalisée directement sur le terrain. Alors comme à chaque fois, puisque la démarche est exactement la même dans toutes les situations de prise de vue, dans un premier temps, j'ai réalisé cette prise de vue, donc en automatique white balance. Et pour information, même si vous utilisez les pré-réglages boîtiers, donc les pré-réglages constructeurs, au niveau de la balance des blancs, on peut d'ailleurs faire l'essai. Si je prends par exemple tungstène, donc c'est jaune plutôt vert, fluorescent c'est jaune plutôt chaud,
Flash, c'est encore pire. Et donc ça veut dire que le boîtier dans ce genre de situation est totalement largué, puisqu'on est en condition de lumière extrême et même nos boîtiers ne savent pas comment gérer ces conditions de prise de vue. Et quand on regarde globalement l'image, on a vraiment un gros souci donc de température de lumière. Tout est jauni, c'est normal, c'est lié à l'éclairage urbain. Et plus particulièrement quand on regarde l'intérieur du magasin avec le Mickey, etc., tout est totalement jauni, ça manque en fin de compte de naturalité des couleurs. Ça manque de couleurs vives, ça manque de vert, de rouge, etc. Tout simplement, et c'est logique. La lumière ambiante de la rue étouffe totalement les couleurs de cette scène. Par contre, en tant que photographe formé, on peut très bien se dire, tant pis, je vais continuer toute ma session de prise de vue dans le quartier en intégrant l'idée que toutes mes photos sont jaunes. Mais je sais aussi que je vais pouvoir rectifier ça au développement via Lightroom en utilisant le sélecteur de balance des blancs. Alors bien sûr, cette méthode peut très bien fonctionner, c'est-à-dire qu'on rentre à la maison, on prend sa série, on prend le sélecteur de balance des blancs qui est ici, et là on va venir définir, on va venir indiquer à Lightroom une surface la plus neutre possible pour que la balance des blancs soit parfaite. Sauf que, sur cette image qui est totalement jaunie, où je vais pouvoir cliquer? Ici peut-être au niveau du trottoir, ici peut-être au niveau du mur. Est-ce que le trottoir est parfaitement gris? Est-ce qu'il est parfaitement neutre? Est-ce que c'est du macadam qui est un gris qui a tendance à être un peu plus gris bleuté? Est-ce que c'est du ciment récent ou du ciment beaucoup plus vieux qui a forcément jauni avec le temps? Donc c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une approche totalement aléatoire. Alors bien sûr, quand on travaille pour son plaisir, on peut l'admettre, c'est-à-dire qu'on va accepter l'idée qu'on n'est pas super fidèle aux couleurs. Par contre, si vous travaillez dans le cadre d'un contrat professionnel ou dans l'idée de réaliser une série pour éditer par exemple un bouquin, où obligatoirement il va falloir être très homogène au niveau de la série, donc au niveau de la gestion de la température de lumière. Là, il faut être totalement professionnel au niveau de sa démarche. Et là, encore une fois, la meilleure solution, c'est de réaliser des balances personnalisées sur le terrain avec une charte de gris. Alors bien sûr, pour illustrer tout mon argumentaire, j'ai donc réalisé une balance des blancs personnalisée. Je me suis rendu au milieu des personnes, à peu près ici, pour aller mesurer donc la température de lumière. Alors bien sûr, pour la petite histoire, les gens vous regardent un peu bizarrement, mais ils vous acceptent. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, ça fait partie de notre travail de photographe de street. Et en plus, c'est très important, ne l'oublions pas, la mesure de lumière ne doit pas être faite depuis l'endroit où vous allez shooter, donc de l'autre côté du trottoir, puisque là, il n'y a strictement aucun intérêt. Il faut aller mesurer la lumière au plus près du sujet, et donc il faut se rendre au milieu des personnes pour mesurer cette température de lumière. Je me suis donc placé au milieu des personnes pour shooter ma charte de gris, la voici. Alors encore une fois, vous l'avez remarqué, mon shoot est totalement flou. Le principal, c'est que la prise de vue soit la plus homogène possible au niveau de l'exposition, et que la charte de gris, donc la surface gris neutre, couvre plus ou moins 50% de la composition. Si c'est plus, tant mieux. Alors un conseil au passage, n'hésitez pas à passer votre boîtier en mode totalement automatique, comme ça vous allez gagner énormément de temps puisque la gestion de l'exposition se fera automatiquement. Et donc à partir de ce shoot référence, maintenant que vous connaissez le process, j'ai demandé à mon boîtier de prendre ce shoot référence pour réaliser une balance des blancs personnalisée que j'ai appliquée donc au paramétrage de mon boîtier. Et ensuite j'ai réalisé cette prise de vue, la voici. Cette prise de vue réalisée avec une balance des blancs personnalisée, on est à 2150 Kelvin avec une compensation de teinte de 13. Et si on regarde le shoot réalisé en automatique white balance, donc là on est sur 3300 Kelvin avec une compensation de teinte à 0. Donc automatique white balance avec la balance des blancs personnalisée. Et si maintenant on regarde l'intérieur du magasin, on a donc des couleurs très naturelles. On a le Mickey qui a une belle couleur de peau, on a donc des verts, des rouges, des jaunes. Toutes les poupées ont différentes nuances. On a des poupées plus ou moins roses, plus ou moins beige. On a donc maintenant rectifié donc, la balance des blancs. On a rendu beaucoup plus naturel, beaucoup plus proche de la réalité du moment. Alors bien sûr, cette prise de vue réalisée en balance des blancs personnalisée peut paraître froide. C'est vrai que la partie éclairage urbain, donc la partie extérieure, on a un éclairage qui est plutôt froid bleuté. Par contre, encore une fois, l'entrée du magasin ici, ou même l'intérieur du magasin, on est quand même sur des couleurs qui sont très naturelles. Donc ça veut dire que cette démarche a pour intérêt d'optimiser donc la prise de vue au niveau de la balance des blancs pour essayer d'avoir un résultat le plus fidèle possible. On a donc une image
technique. Maintenant, à nous, en fonction de notre désir créatif, en fonction de résultats recherchés, on peut maintenant rectifier l'image. Je peux par exemple maintenant, tout simplement sur la base de cette prise de vue totalement technique, venir réchauffer légèrement la température pour casser un peu cette montée de bleu au niveau de l'éclairage urbain tout en préservant l'intérieur du magasin. Et donc il est très important d'intégrer dans ce genre de situation, où on est plutôt dans des conditions de prise de vue extrême au niveau de la gestion de l'éclairage urbain, donc la température de lumière, il faut intégrer l'idée que cette démarche a pour but d'obtenir une prise de vue la plus homogène possible, la plus fidèle possible aux couleurs donc de cette rue, tout en sachant qu'on peut par la suite ajuster et rectifier selon bien sûr encore une fois le résultat recherché. La partie consacrée à la gestion d'une balance des blancs personnalisée directement sur le terrain par l'utilisation d'une charte de gris est terminée. Je vous propose maintenant de continuer ce webinaire par la découverte du volet numéro 2 de la charte Color Shaker Passport Photo 2, qui est donc une charte de couleurs qui va nous permettre de calibrer notre boîtier pour obtenir des couleurs les plus fidèles possibles à la réalité. Et c'est justement en photographiant l'un de ces deux volets, en situation de lumière, lors des sessions de prise de vue, que l'on va pouvoir à la fois ajuster la colorimétrie de nos images grâce au volet de gauche, mais aussi, cette fois grâce au volet de droite, on va pouvoir éditer un profil de calibrage boîtier. Alors avant de vous proposer de découvrir tout un processus complet de calibrage d'un boîtier, je vous propose déjà, dans un premier temps, de découvrir la composition de cette charte de couleurs. Nous avons en premier, tout en haut de ce volet, une série de patchs colorés, démarrant par une touche de rouge à gauche, jusqu'au magenta à droite, en passant par les orangés, les jaunes, les verts et les bleus. Alors ce choix de couleurs n'est certainement pas lié au hasard, car elles correspondent exactement aux teintes d'ajustement des couleurs que l'on va retrouver dans le volet TSL proposé par Lightroom. Vous avez ensuite deux gammes de gris clair très légèrement teintés. Nous avons sur la gauche des gris chauds, très légèrement roses, et nous avons sur la droite des gris froids très légèrement bleutés. La première série correspond plutôt à une utilisation portrait et la seconde à l'utilisation paysage. Et donc grâce à ces deux séries de gris légèrement teintés chaud ou froid, on va pouvoir ajuster très précisément au traitement la balance des blancs de nos prises de vue, soit en réchauffant très légèrement ou en refroidissant. Alors de par mon expérience, l'utilisation de la gamme de gris correspondant au paysage sera forcément moins visible, on va dire plus subtile sur nos prises de vue paysage. Par contre, l'utilisation de la gamme de gris créée pour du portrait sera beaucoup plus notable, beaucoup plus visible au traitement, car on le sait, particulièrement bien sûr les photographes spécialisés en portrait, l'ajustement d'une teinte chair est toujours très délicat, particulièrement si on recherche bien sûr à obtenir des tons chairs très naturels. Et pour finir sur ce volet, nous avons tout en bas une charte de gris, cette fois non teintée mais parfaitement neutralisée, démarrant par un patch noir sur la gauche et finissant par un patch blanc sur la droite. Et nous allons pouvoir, grâce à cette charte de gris, contrôler la qualité de nos lumières et, si nécessaire, l'utiliser comme référence de gris neutre pour ajuster notre balance des blancs directement en traitement. Alors bien sûr, maintenant vous le savez, pour utiliser cette charte d'ajustement lors du développement de nos prises de vue, avec Lightroom ou Camera Raw par exemple, il nous faudra bien sûr, au préalable, en début de session, la photographie en situation de lumière pour pouvoir ensuite réaliser les ajustements que l'on va pouvoir utiliser pour développer tous les shoots réalisés lors d'une même session. Nous avons ensuite le volet de droite qui est une charte de couleurs et c'est justement en shootant ce volet en situation de prise de vue que nous allons pouvoir éditer le profil de calibrage de nos boîtiers. La composition de ce volet commence par une gamme de gris neutre comme sur le volet précédent. Ensuite, nous avons une première ligne de couleurs et ces couleurs ne sont pas là par hasard non plus car nous avons sur la gauche le cyan, magenta et jaune qui sont les couleurs utilisées par le monde de l'imprimerie correspondant aux encres d'impression et à droite nous avons les teintes rouge, vert et bleu correspondant très logiquement à l'espace RGB. Et en dessous nous avons toute une série de teintes soigneusement sélectionnées pour optimiser
au mieux l'édition de notre profil couleur boîtier. Nous remarquerons d'ailleurs au passage de la présence dans ces différents patchs de couleurs de certaines teintes brunes et d'autres beaucoup plus pastel qui sont très difficiles à obtenir en prise de vue et encore plus à ajuster précisément. Et c'est donc l'ensemble de ces patchs colorés composés de teintes soigneusement sélectionnées que nous allons pouvoir shooter en prise de vue, donc en situation de lumière, pour ensuite éditer un profil donc de calibrage couleur de nos boîtiers de prise de vue. La présentation de cette charte Color Shaker Passport proposée par la marque X-Rite est terminée. Nous venons de découvrir surtout la partie charte de couleur et je vous propose maintenant de passer à la pratique en travaillant cette fois-ci en studio et en lumière naturelle. Alors très important, pour bien intégrer ce process d'édition d'un profil de calibrage boîtier, il faut déjà dans un premier temps, pour bien comprendre le pourquoi du comment de cette manipulation, il faut se poser la question, à quoi cela va me servir de calibrer mon boîtier? Alors première chose à savoir, on peut calibrer nos boîtiers de prise de vue comme on peut calibrer nos imprimantes, nos écrans, nos scanners, etc. Et cette démarche a pour but de tester nos matériels pour vérifier leur capacité technique pour les imprimantes à imprimer les couleurs, donc optimiser l'impression des couleurs, pour les écrans sa capacité à afficher les couleurs le plus fidèlement possible, et pour nos boîtiers de prise de vue numérique, vérifier la capacité qu'a le capteur à restituer le plus fidèlement les couleurs d'un sujet. Et cette recherche d'optimisation de mes rendus couleurs à travers l'édition d'un profil boîtier est tout à fait logique. Si je prends mon boîtier habituel de prise de vue, c'est un Canon 5D Mark III, il a 8 ans. Et donc c'est logique, au bout de 8 ans de prise de vue, n'oublions pas que je suis photographe professionnel à plein temps, je passe mon temps à voyager, à photographier des paysages, et donc au bout de 8 ans, mon capteur a forcément vieilli, il s'est dégradé au niveau de sa capacité à restituer fidèlement les couleurs. Et donc tout ce process d'édition d'un profil a pour but de tester les capacités techniques de mon capteur à restituer le plus fidèlement les couleurs, et si besoin à travers l'édition de ce profil à rectifier les défauts de mon capteur. Alors concrètement sur le terrain, ça se passe comment? On va tout simplement, comme pour la réalisation d'une balance des blancs personnalisée grâce à la charte de gris, on va tout simplement photographier la charte de couleur. J'ai un exemple à l'écran, c'est-à-dire que j'ai posé ma charte de couleur sur le sujet, donc la fresque que j'ai décidé de photographier, et ensuite j'ai tout simplement réalisé une prise de vue la plus équilibrée possible au niveau de l'exposition. Et comme vous le découvrez, le process est simplissime, on est photographe, il suffit tout simplement de photographier cette charte de couleur, ensuite de la replier, de la ranger soigneusement dans son sac et de débuter toute la session de prise de vue en sachant que au traitement, donc le process qu'on va découvrir par la suite, au traitement, je vais pouvoir utiliser ce shoot référence pour éditer mon profil de calibrage boîtier. Alors bien sûr, c'est très important, il ne faut pas l'oublier, si vous changez donc de rue, de conditions de prise de vue, de qualité de lumière, il faudra systématiquement, au début de chaque nouvelle session, photographier la charte de couleur pour ensuite l'utiliser comme shoot référence. Je suis de retour à la maison, je vais donc pouvoir travailler toute ma session ou toutes mes sessions de prise de vue, avec bien sûr à chaque début de nouvelle session un shoot référence de ma charte de couleur, et donc à partir de là, je vais pouvoir les utiliser pour optimiser donc le rendu couleur de mes images à travers l'édition d'un profil boîtier. J'ai donc mon shoot référence réalisé sur le terrain lors de mes sessions Street Art Bushwick. Dans un premier temps, à partir de ce fichier RAW, je vais enregistrer ce fichier au format DNG directement sur mon bureau. Alors pour ça, on va sur Fichier, on va ici, hop, exporter avec les paramètres prédéfinis et là je vais prendre exporter au format DNG. Je fais ouvrir. Donc là, Lightroom a développé, a exporté ce fichier RAW, donc un négatif numérique Canon, vers un format DNG qui est celui-ci. Je masque Lightroom et donc très logiquement, je retrouve mon fichier négatif numérique exporté en .dng directement sur mon bureau via Lightroom. Je lance l'application qui est livrée donc avec la charte ici, Color Shaker Camera Calibration. Je double-clique dessus. Voici donc le logiciel qui va me permettre d'éditer un profil de mon boîtier.
Par contre, avant de continuer le process, quelques informations très importantes au niveau de cette dernière mise à jour. Nous sommes sur le Color Shaker Caméra Calibration, qui est donc édité avec la Color Shaker Passport 2. Au niveau de ce logiciel, il y a eu quand même pas mal d'évolutions, car ce logiciel, précédemment, n'était compatible qu'avec le format DNG. Par contre, sur la dernière mise à jour que l'on a à l'écran, X-Rite a intégré le profil ICC via le format TIFF. Cela veut dire maintenant que cette solution est compatible maintenant avec Capture One et Hasselblad Focus à travers l'édition d'un profil ICC via le format TIFF, et ça c'est très important. Par contre, dans le cadre de mon flux de production, je n'utilise que la solution Adobe, donc Lightroom Photoshop, donc moi personnellement je travaille via le format DNG. J'ai donc lancé l'application, ensuite je vais glisser déposer mon fichier exporté en .dng via Lightroom, je le dépose ici. Et là l'application va non seulement charger l'image, mais en plus va rechercher tous les patchs de couleurs correspondant à ma charte de couleurs. On obtient donc ce résultat, et là très clairement, le logiciel a été capable d'analyser la composition et de sélectionner parfaitement chaque patch de couleurs correspondant à ma charte de couleurs. Et là très clairement, après avoir réalisé pas mal de tests, je suis assez bluffé par la grosse amélioration avec cette version de logiciel au niveau de la reconnaissance des patchs de couleurs. Cette version, pour moi, est beaucoup plus performante que la version précédente. Ne l'oublions pas, si on revient sur Lightroom, voilà, on a quand même à la base ce shoot là, et la partie correspondant à la charte de couleurs avec les patchs de couleurs, la voici. Cela veut dire que cette version de logiciel est non seulement plus performante pour identifier la charte de couleurs, mais en plus pour sélectionner les patchs qui la composent. Alors pour information, si vous estimez que la sélection des patchs n'est pas parfaite, que les carrés verts ne sont pas parfaitement centrés dans les patchs, vous avez la possibilité de rectifier ça manuellement. C'est assez simple. On va par exemple prendre le point vert qui est ici, je clique dessus et là je peux tirer sur la trame correspondant au pavé vert pour centrer parfaitement les carrés dans les patchs de couleurs. Ici et ici. Voilà, je pense que c'est parfait. Maintenant, je lance l'édition du profil, créer un profil. Le logiciel me demande de nommer le profil, donc là c'est le Canon EOS 5D Mark III, boîtier utilisé pour ma session de prise de vue, et je vais l'appeler Street, voilà, et je fais enregistrer. Et là, automatiquement, le logiciel lance le calcul, donc l'édition de mon profil boîtier. Il a terminé l'édition, je fais OK, et je peux maintenant quitter le logiciel, voilà. On revient sur Lightroom, voilà, et là maintenant il faut faire en sorte que ce logiciel Lightroom reconnaisse ce nouveau profil boîtier. Pour ça, il faut le quitter, donc on va le fermer, et on va le relancer. C'est reparti. Nous voici revenus sur Lightroom, et là si on regarde au niveau des profils, ici, on a bien le profil Canon EOS 5D Mark III Street. Ça veut dire que Lightroom a automatiquement reconnu le nouveau profil et donc on peut maintenant l'appliquer à ma session. Et donc le process est simplissime, je pense que vous l'avez déjà tous compris. On va sélectionner là où les photos de ma session, basées encore une fois sur ce shoot référence, cette charte de couleurs, et on va lui appliquer le profil qu'on vient d'éditer, Canon EOS 5D Mark III Street, et voilà. Avant on était comme ça, maintenant on est comme ça. Si on compare par exemple au niveau du jaune, avant on avait un jaune qui était un peu plus chaud, on avait une montée de magenta, maintenant on a un jaune un peu plus jaune, c'est-à-dire qu'il est un peu plus pur, et si on regarde les valeurs tout autour, on a quand même des violets plus intéressants, donc là c'était avant l'application du profil, et maintenant avec le profil on a des couleurs un peu plus saturées, etc. Alors bien sûr l'amélioration reste subtile mais comme visible, et n'oublions pas que cette prise de vue a été shootée en appliquant une balance des blancs personnalisée sur le terrain qui a très largement déjà optimisé le rendu des couleurs. Avant, maintenant. La différence est subtile, je suis d'accord avec vous, et pourtant je pense que ça participe très clairement à l'amélioration, à la fidélité des couleurs de l'artiste. Je vous propose maintenant de découvrir une autre application, cette fois-ci non pas sur le terrain mais en studio, donc en lumière naturelle, avec cette réalisation. On est donc dans l'ambiance culinaire, c'est un travail réalisé par ma compagne qui aime bien ce genre d'ambiance.
Donc, dans un premier temps, elle a mis en place toute la partie composition, donc c'est très important en culinaire. Ensuite, elle a placé la charte de couleurs au milieu de sa compo, elle l'a shooté. Voici le shoot. À partir de ce shoot, elle a édité son profil donc de calibrage boîtier, il est ici. Il s'appelle Food 1. Et donc à partir de là, à partir de ce shoot, elle lui a appliqué donc le profil Food 1. Le voici. Avant, après. Si on zoome au niveau des petits pruneaux, avant on était comme ça, donc on avait vraiment un excès de rouge au niveau de la couleur. Maintenant on est comme ça, on est beaucoup plus naturel. Si on regarde au niveau du jus, avant, donc on avait pareil une sursaturation au niveau du rouge. Là on est sur un thé beaucoup plus transparent avec des couleurs beaucoup plus naturelles. Même au niveau de la viennoiserie, avant, maintenant. On obtient donc globalement des couleurs beaucoup plus naturelles, beaucoup plus subtiles. Et même par exemple, si je décidais d'appliquer à toute ma session de prise de vue un profil plutôt standard, on va prendre le standard Adobe qui est ici, on a un résultat qui sera forcément plus naturel que l'Adobe Couleur, qui a plutôt tendance à renforcer les couleurs, à saturer les teintes. Même si je décidais par exemple d'appliquer l'Adobe Standard à toute une session, alors bien sûr on est beaucoup plus proche de la réalité, mais par contre il faut savoir que ces profils, ce sont des profils standards proposés par le constructeur et qui ne tiennent pas compte non seulement de la qualité technique de mon capteur, on le sait, les capteurs vieillissent avec le temps, mais ils ne prennent pas en compte non plus les conditions de lumière au moment de la prise de vue. Et donc pour conclure, l'utilisation d'une charte de couleurs, toujours dans ce souci d'optimiser, de rechercher les couleurs les plus fidèles, reste certainement de très loin la meilleure solution. Et pour finir sur ce thème, je vous propose maintenant de découvrir d'autres réalisations de ma compagne autour du thème culinaire. On a quand même très clairement des images avec des couleurs très naturelles, très en place, très élégantes. On n'a pas de sursaturation. Les lumières rasantes restent maîtrisées et très douces. Et donc tout ce travail de recherche de qualité ne peut être obtenu qu'à travers une maîtrise globale de son flux de travail, à travers encore une fois la gestion des profils boîtiers. Alors bien sûr que cela soit très clair, tout ce travail qui consiste à contrôler, maîtriser et gérer au mieux mon flux de travail, toujours dans l'idée de contrôler donc la qualité de mes images, tout ce travail n'a d'intérêt que si tout ce process est appliqué sur des écrans parfaitement calibrés. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo découverte sur le thème Street Art Bushwick New York avec l'application sur le terrain de la charte Color Shaker Passport 2, donc balance des blancs personnalisés et charte de couleurs. Je vous propose maintenant de passer directement aux questions-réponses.